Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous plongeons dans le Chicago de la fin du 19e siècle. Un homme à la fois brillant et terrifiant, un escroc de génie, un véritable architecte du crime. Son nom ? Henry Howard Holmes. Son repère ? Un hôtel truffé de pièges mortels, un château conçu pour tuer. Mais ce n'est pas une simple histoire de meurtre. C'est une légende sinistre, un cauchemar gravé dans l'histoire, et peut-être, une ombre qui hante encore Chicago aujourd'hui. Oserez-vous entrer dans le château de la mort ? Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Laissez-vous emporter par cette histoire fascinante, entre réalité et légende. Le village de Gymanton, New Hampshire, s'étire dans la brume du 19e siècle, discret, rural, sans éclat. C'est là, en 1861, qu'un enfant voit le jour. Il s'appelle Herman Webster Mudgett. Personne ne se doute alors qu'il portera un jour un autre nom. Un nom qui fera trembler l'Amérique. Dès l'enfance, Herman n'est pas comme les autres. Silencieux, distant, il évite les jeux, les rires, les liens. Il préfère l'observation, les silences prolongés, les ombres. On dit qu'il a ce regard fuyant, qui semble toujours penser à autre chose. Son père est autoritaire, froid, dur. Sa mère, pieuse jusqu'à l'obsession, lui parle de damnation, d'enfer et de purification. L'enfant grandit dans une maison sans tendresse, entre violences retenues et prières étouffées. Très jeune, il développe une étrange curiosité pour la mort. Des animaux retrouvés morts derrière la grange. Des dissections improvisées dans le grenier. Il observe, découpe, note. Sans émotion. Sans frisson. Une légende tenace raconte qu'un jour, des camarades de classe l'obligèrent à entrer dans un cabinet médical, face à un squelette humain. Pensant lui faire peur. Mais Herman, fasciné, s'approcha. Il toucha les os. Étudia les articulations. Et quand il releva la tête, il souriait. L'école ne le passionne pas, sauf une chose, l'anatomie. Il veut comprendre le corps humain, non pour le soigner, mais pour le dominer. Les adultes le trouvent brillant. Les enfants, inquiétant. À l'adolescence, il comprend qu'il peut manipuler les autres. Par les mots, par le regard, par la posture. Il peut charmer. Il peut mentir. Il peut faire croire. C'est là que naît le masque. Celui qu'il ne quittera plus jamais. Et derrière ce masque d'élève exemplaire et de jeune homme poli, une autre force commence à se former. Une ambition glacée. Une pensée fixe. Un jour, il sera médecin. Mais pas comme les autres. Lui ne sauvera personne. Il disséquera des vies. Une à une. Comme on tourne les pages d'un livre interdit. À 20 ans, Herman Webster Mudgett quitte les collines du New Hampshire pour rejoindre Boston, puis Philadelphie, et enfin Ann Arbor. Il entre à la faculté de médecine de l'Université du Michigan avec la rigueur d'un étudiant appliqué, mais un tout autre projet en tête. Car dans les amphithéâtres, ce ne sont pas les théories médicales qui l'obsèdent. C'est le corps. Mort. Le corps sans voix, sans défense, que l'on dissèque, que l'on pèse, que l'on ouvre comme une porte sur l'invisible. Il apprend vite. Trop vite. Elle comprend comment fonctionnent les systèmes administratifs, les assurances-vie, les réseaux d'identification encore balbutiants. Il dérobe des cadavres à la morgue de l'université, les maquille, les mutile, les fait passer pour des victimes d'accidents. Puis il les assure et encaisse. Le crime devient un exercice de précision. La fraude, une œuvre d'art. Mais Herman ne se contente pas de voler. Il se transforme. Il abandonne petit à petit son nom de naissance, trop banal, trop enraciné. Il choisit un autre nom. Un nom qui deviendra son armure, Henry Howard Holmes. Un nom qui sonne comme un héritier, un homme de lettres, un médecin de renom. Un nom taillé pour séduire, pour s'introduire dans les salons, les agences d'assurance, les banques, les hôtels. Derrière ce nom, il devient insaisissable. D'une ville à l'autre, il laisse derrière lui des dettes, des soupçons, parfois un corps, mais jamais de preuves. Il épouse des femmes sous de faux noms, promet monts et merveilles, disparaît une fois l'argent détourné. Il ouvre de fausses pharmacies, vend des produits miracles, puis s'évapore dans la foule.
Et surtout, il charme. Toujours. Son regard est calme, sa voix posée. Il a les manières d'un homme éduqué, le sourire d'un bienfaiteur, l'intelligence froide d'un stratège. Il dit ce que l'on veut entendre. Il devient ce que l'on attend de lui. Et quand il tourne les talons, les gens ne se doutent jamais qu'ils viennent de croiser un prédateur. Holmes n'est plus seulement un homme. Il est un masque. Une illusion. Une ombre qui peut entrer dans toutes les vies, sans jamais y laisser d'empreinte. Mais bientôt, il ne se contentera plus de l'argent. Il voudra plus. Il voudra contrôler la vie. Et la mort. La fin du 19e siècle transforme Chicago en un théâtre d'ambition et de chaos. La ville renaît des cendres de son grand incendie, et l'exposition universelle de 1893 s'annonce comme une vitrine éclatante de la modernité américaine. Des milliers d'ouvriers affluent. Les investisseurs misent gros. Les foules arrivent. Les rues débordent de vie, d'espoir, de visages anonymes. C'est dans ce tumulte qu'Holmes choisit de s'installer. Il pose ses valises dans le quartier d'Anglewood, à l'angle de South Wallace Avenue et de la 63e rue. Là, il achète un terrain modeste et commence la construction d'un immeuble, singulier. Un bâtiment de briques, 3 étages, avec une pharmacie en rez-de-chaussée. Un hôtel, dit-il, pour loger les visiteurs de l'exposition. Mais ce que personne ne sait, c'est que les plans sont révisés en permanence. Aucun architecte ne travaille plus de quelques semaines. Les ouvriers sont remplacés régulièrement. Personne ne comprend vraiment la structure du bâtiment. Des escaliers montent vers le néant. Des portes donnent sur des murs. Des pièces sans fenêtres, des conduits dissimulés, des grilles de fer dans les plafonds. Holmes orchestre tout, seul. Chaque couloir, chaque chambre, chaque étage devient un élément de son futur labyrinthe. Il fait installer des conduites de gaz, des verrous automatiques, des trappes au sol. Un ascenseur mène droit au sous-sol, où l'attendent des fours, des cuves d'acide, et une table métallique qui n'a rien d'un meuble d'hôtel. C'est une maison aux 1000 pièges. Un château dont lui seul connaît les secrets. Mais à l'extérieur, le bâtiment semble banal. Respectable. Lisse. Il attire les visiteurs, les employés, les femmes seules venues chercher du travail dans la ville en pleine effervescence. Holmes accueille chacun avec son sourire habituel, sa courtoisie impeccable, ses promesses bien rodées. Et lentement, dans les fondations de Chicago, un piège s'ouvre. Un piège construit brique par brique. Non pas pour héberger les vivants, mais pour avaler les disparus. Les habitants du quartier l'appellent bientôt le château. Un surnom étrange, presque moqueur, pour désigner ce grand bâtiment de briques dont la silhouette se dresse avec austérité au cœur d'Anglewood. Mais s'il savait, derrière ces murs épais, ce château n'a rien d'un refuge. Il est un piège. Un labyrinthe de couloirs qui ne mène nulle part, de chambres sans issue, de portes qui se ferment seules à clé dès qu'on les franchit. Holmes a tout prévu, tout construit, tout pensé. Il a fait installer des Judas dans les murs, des conduits d'aération secrets pour observer ses victimes sans être vu. Certaines chambres sont insonorisées, tapissées d'amiante pour étouffer les cris. D'autres sont équipées de tuyaux de gaz que Holmes peut activer depuis son bureau, condamnant lentement leurs occupants à l'asphyxie. Des trappes s'ouvrent sous les lits. Des charnières pivotantes conduisent à des cages. Des escaliers se terminent contre des murs de briques, comme si le bâtiment lui-même se moquait de ceux qui essaient d'en sortir. Mais le cœur du château bat dans ses entrailles. Le sous-sol. Là, Holmes a installé une table métallique, des outils chirurgicaux, des scies, des acides. Il y dissèque, dissout, décharne. Il fait disparaître les corps comme on efface une ligne d'un livre. Certains squelettes, il les nettoie soigneusement pour les vendre à des écoles de médecine. D'autres sont réduits à rien. Personne ne s'échappe. Les victimes sont souvent jeunes, seules, venues à Chicago pour trouver du travail, un avenir. Elles louent une chambre. Parfois, elles signent des documents. Un contrat, une assurance vie. Puis elles disparaissent. Holmes, lui, garde leurs bagages. Parfois leurs bijoux. Parfois leurs dents. Mais jamais leur nom. Car dans le château, on ne meurt pas. On est effacé. Et Holmes, vêtu de son costume sombre, coiffé de son chapeau impeccable,
parcourt les couloirs de son domaine comme un roi dans un royaume de souffrance. Il écoute le silence. Il ajuste un verrou. Il sourit. Il est chez lui. Et nul ne ressort vivant de chez lui. Dans le tumulte de Chicago, au milieu des visiteurs de l'exposition universelle, Holmes devient un homme indispensable. Toujours bien habillé, toujours poli, il incarne la réussite. Un propriétaire d'hôtel, un pharmacien, un entrepreneur, un médecin. Il change de rôle selon l'interlocuteur, ajuste son ton, module son regard. Mais derrière ce charme maîtrisé se cache un manipulateur de génie. Il recrute jeunes femmes sans attache, venues en ville pour travailler. Elles deviennent ses employées, ses secrétaires, parfois ses amantes. Il les flatte, les sécurise, les entoure d'attention. Puis, un jour, il les épouse sous un nom différent. Un contrat de mariage, une signature. Ensuite, elles disparaissent. Et Holmes garde tout, leurs effets personnels, leurs papiers, parfois même leur assurance vie, qu'il avait lui-même pris soin de leur faire signer. Il intercepte leurs courriers, rédige des lettres à leur famille pour expliquer leur silence. Un déménagement soudain, une nouvelle opportunité ailleurs, un amour foudroyant. Il imite leur écriture, copie leur ton, trompe les plus méfiants. Ses victimes deviennent des absentes invisibles, dissoutes dans le néant administratif. Il fait de même avec les voyageurs de passage. Certains logent dans son hôtel pour une nuit, d'autres pour une semaine. Ils parlent à Holmes, laissent leurs valises, et s'évanouissent dans les couloirs du château. Quand on lui pose des questions, il répond avec assurance. Un sourire. Une explication rationnelle. Parfois, il accuse la victime elle-même. Parfois, il joue l'homme inquiet, dépassé par les événements. Toujours, il reprend le contrôle. Holmes sait lire les autres. Il voit leurs faiblesses, leurs désirs, leur naïveté. Et il les utilise comme des leviers. Il est tour à tour fiancé, mari, patron, bienfaiteur, médecin ou simple voisin serviable. Il a 1000 visages, et chacun est crédible. Mais derrière tous ces masques, une seule constante, l'avidité. L'envie de posséder, de contrôler, de faire disparaître. En 1893, Chicago devient le cœur du monde. L'exposition universelle ouvre ses portes. Une cité blanche surgit du néant, des bâtiments splendides, des inventions modernes, de la lumière partout. Les visiteurs affluent par milliers chaque jour. Les trains débarquent des foules venues de tous les États. La ville se transforme en labyrinthe de sons, d'odeurs, de promesses. Et dans ce chaos magnifique, H.H. Holmes trouve l'occasion parfaite. Son hôtel est idéalement situé, à quelques pas des artères fréquentées. Il l'annonce comme une pension accueillante, un lieu paisible pour dames seules, employés temporaires ou voyageurs venus admirer les merveilles de l'exposition. La façade est rassurante, le propriétaire bienveillant. Mais ce qu'il ne voit pas, ces visiteurs fatigués ou curieux, c'est ce qu'abritent les murs. Chaque nuit, Holmes rôde dans son château avec la discrétion d'un prédateur. Il observe les allées et venues. Il repère les solitaires, les discrètes, les invisibles. Il les aide à monter leurs valises. Il leur sourit. Et il attend. Certains réservent pour une nuit, ne descendent jamais leurs valises. D'autres, installés pour une semaine, cessent brusquement d'être vus. À l'époque, il est facile de disparaître. Trop facile. Dans une ville qui déborde, personne ne remarque qu'une femme de plus a cessé d'écrire à sa sœur. L'exposition est une couverture parfaite. On accuse les pickpockets, les accidents, la mauvaise orientation. On ne pense pas à un tueur. Encore moins à un homme bien sous tout rapport, qui tient un hôtel et vend des médicaments. Et pourtant, Holmes perfectionne ses méthodes. Certaines victimes sont asphyxiées, d'autres tombent dans des pièges, d'autres encore meurent lentement dans des chambres closes, observées à travers des orifices dans les murs. Il ne se presse pas. Il maîtrise. Il peaufine. Et dehors, les feux d'artifice éclatent au-dessus de la ville. Les visiteurs applaudissent les prouesses du progrès. Mais dans le quartier d'Anglewood, dans le silence mat d'une cave insonorisée, un autre monde existe. Un monde où l'on entre, mais dont on ne ressort jamais. L'été avance, moite et dense, alourdissant l'air de Chicago. Dans le quartier d'Anglewood,
une odeur inhabituelle flotte autour de l'étrange hôtel du Dr Holmes. Une senteur acide, métallique, que les habitants du voisinage ne savent pas nommer. Certains pensent à une fuite de gaz, d'autres évoquent des produits chimiques. Mais personne ne parle de mort. Pas encore. Holmes, lui, continue ses allées et venues dans son château avec la même précision. Il est toujours courtois, toujours ponctuel, toujours immaculé. Mais dans les entrailles du bâtiment, la vérité devient de plus en plus impossible à ignorer. Des employés, parfois, entendent des bruits qu'ils n'expliquent pas. Le crissement d'une porte que personne n'a ouverte. Des cliquetis de chaînes. Des chocs étouffés contre les murs. Des voix, peut-être. Des appels. Puis, plus rien. Et sous leurs pieds, dans les profondeurs du sous-sol, Holmes s'active. Il a aménagé un véritable atelier de disparition. Dans une pièce, des barils d'acide. Dans une autre, des fours capables de réduire un corps en cendres. Des outils chirurgicaux, des crochets, des tables métalliques, tout est à sa place. Il travaille comme un artisan minutieux. Certains corps sont démembrés, nettoyés, décharnés. Holmes recompose des squelettes complets, qu'il revend ensuite à des universités de médecine. Il touche de l'argent pour des morts qu'il a lui-même fabriqués. D'autres victimes sont simplement dissoutes, fondues dans l'anonymat par la chimie. Il ne laisse rien. Pas de reste. Pas de questions. La mort est devenue un système. Holmes ne tue plus par impulsion. Il tue par habitude. Par logique. Chaque disparition est un calcul, chaque mensonge une brique supplémentaire dans l'édifice de son impunité. Et pendant que la ville continue de rêver à l'exposition, que les foules se pressent devant les inventions modernes, l'hôtel du Dr Holmes exhale lentement ce parfum de mort que plus personne ne veut remarquer. Un parfum qui s'insinue dans les murs. Dans les rues. Et qui, bientôt, deviendra trop fort pour être ignoré. L'exposition universelle est terminée. Les foules ont quitté Chicago, les lumières se sont éteintes, et le château de Holmes, désormais silencieux, semble s'enfoncer dans l'oubli. Mais Holmes, lui, ne s'arrête pas. En 1894, il quitte la ville, emportant avec lui son art du mensonge et sa soif de pouvoir. Il parcourt les États-Unis, comme un commerçant de l'ombre, changeant de nom, nouant de nouveaux liens, tendant de nouveaux pièges. Partout où il passe, des gens disparaissent. Mais il est prudent, trop prudent. Il ne laisse rien derrière, ou presque. Jusqu'à ce qu'il commette l'irréparable. Avec son complice Benjamin Pitzel, Holmes met en place une nouvelle escroquerie, simuler la mort de Pitzel afin de toucher une prime d'assurance. Mais Holmes décide de ne pas faire semblant. Il tue le jeune homme pour de vrai, l'arrose de chloroforme, brûle le cadavre et maquille la scène. Il affirme que tout est sous contrôle. Il rassure la veuve. Il lui promet que Benjamin est en sécurité, caché, que le plan fonctionne à merveille. Puis, il s'en prend aux enfants. Holmes convainc la veuve de lui confier 3 de ses enfants, soi-disant pour les réunir avec leur père dans une ville voisine. Mais en réalité, il les emmène à travers le pays, les déplace d'hôtel en hôtel, avant de les tuer, un à un, froidement, méthodiquement. Il les enterre. Les enferme. Les dissimule comme de simples traces encombrantes. Mais cette fois, la justice ne détourne pas les yeux. Les détectives, alertés par les incohérences dans ses déclarations, se lancent à sa poursuite. L'agence Pinkerton entre dans la danse. Une traque à l'échelle nationale s'organise. Le nom de Holmes commence à circuler dans les journaux. Ce n'est plus seulement une escroquerie, c'est une série noire, tissée de disparitions étranges, de familles brisées. Et pour la première fois, Holmes ne maîtrise plus le récit. Son charme commence à se fissurer. Ses mensonges s'enchevêtrent. Son regard se trouble. Il fuit, change de ville, mais le filet se referme. Ce n'est plus Chicago. Ce n'est plus son château. Il est seul, traqué, et le monde commence à comprendre ce qu'il est vraiment. Pas un médecin. Pas un homme d'affaires. Pas même un escroc. Un tueur en série. Un architecte de mort. Le visage du mal, qui s'effrite enfin. L'histoire ne s'arrête pas à Chicago. Après la fermeture de l'exposition, Holmes quitte la ville, comme s'il n'avait jamais existé. Cette fois, ce n'est pas un meurtre qui l'arrête,
mais une affaire d'assurance, une escroquerie ratée dans laquelle un complice, Benjamin Pitzel, est retrouvé mort. Holmes prétend que tout était prévu. Que Pitzel n'est pas réellement mort, que le corps retrouvé n'est pas le sien. Mais la police, intriguée, décide de creuser. Et elle découvre l'impensable. En suivant les traces de Holmes, les enquêteurs remontent jusqu'à Chicago. Ils pénètrent dans l'hôtel qu'il avait laissé derrière lui. Ce qu'ils trouvent dépasse tout ce que la presse, les romans ou l'imagination populaire auraient pu concevoir. Des salles secrètes. Des murs tapissés de griffures. Des conduits étranges. Des chambres sans poignées intérieures. Des trappes dissimulées. Et surtout, le sous-sol. Ils y trouvent des fragments d'os humains, des taches acides sur les murs, des morceaux de vêtements de femmes disparues. Dans une pièce, un four assez grand pour contenir un corps entier. Dans une autre, des coffres pleins de cheveux, de bijoux, de carnets intimes, autant de souvenirs que Holmes n'avait jamais pris la peine de jeter. Chaque objet raconte une disparition. Chaque détail est une preuve. La presse s'en empare aussitôt. Le château devient une légende noire. Les journalistes l'appellent The Murder Castle. Et Holmes? Il devient The Devil in the White City. Le diable, sous les traits d'un homme raffiné. Un gentleman à la moustache soignée, au regard perçant, au discours calme et élégant. Un homme qui souriait en regardant ses victimes mourir. Un homme qui tenait la porte à ceux qu'il allait effacer. Derrière les barreaux, Holmes ne montre aucun remords. Il nie certains faits, en avoue d'autres. Il se décrit comme un esprit supérieur, incompris. Il affirme qu'il ne ressent pas ce que ressentent les autres. Et l'Amérique découvre alors qu'elle n'a pas seulement croisé un escroc ou un assassin. Elle a vu naître son premier tueur en série. Un homme qui, sous un chapeau impeccable, dissimulait les ténèbres. 1895. L'Amérique, fascinée et terrifiée, retient son souffle. Le procès de Holmes s'ouvre à Philadelphie dans un tumulte médiatique sans précédent. Jamais encore le pays n'avait connu une telle affaire. Un homme cultivé, élégant, accusé d'avoir bâti un empire de mort, une maison conçue pour tuer, un esprit dont les ténèbres semblaient sans fond. Dans la salle d'audience, Holmes se tient droit, impeccable. Il ne semble ni inquiet ni honteux. Il observe les débats comme s'il assistait à une pièce écrite de sa main. Parfois, il prend la parole. Sa voix est posée, presque douce. Il se défend sans élever le ton, sans trembler. Il plaide tour à tour la folie, l'exception. Il parle de ses actes comme d'expérience, de son esprit comme d'un mécanisme supérieur. Il dit avoir été poussé par une force en lui, une compulsion qu'il ne comprend pas lui-même. Puis, dans la même journée, il se rétracte, change de version, recommence. À un journaliste fasciné par son calme, Holmes confie avoir tué 27 personnes. Mais plus tard, dans un moment d'égarement fin ou sincère, il évoque une centaine de victimes. Des femmes. Des enfants. Des hommes naïfs qui ont cru à ses mensonges. Le chiffre fluctue. La vérité se dérobe, comme lui à travers les couloirs de son hôtel maudit. La presse s'en donne à cœur joie. Les journaux publient des croquis du château, des portraits de Holmes au regard noir, des récits inventés et des détails réels entremêlés. Les foules se massent devant le tribunal, certains espérant un mot, un geste, un regard du diable en costume. Le château devient une légende. On raconte qu'il bouge la nuit, qu'on y entend encore des cris. Des curieux tentent de s'en approcher, d'autres veulent l'acheter. La maison elle-même semble devenue un personnage, un monstre de briques nourri par les péchés de son créateur. Holmes, au centre du cyclone, savoure. Il lit chaque article. Il corrige les versions. Il écrit à ses correspondants. Il veut qu'on se souvienne de lui. Non pas comme un assassin, mais comme un mythe. Un homme dont le nom vivra plus longtemps que les murs de Chicago. Et il a raison. Parce que déjà, l'Amérique ne regarde plus un criminel. Elle contemple une énigme. Un tueur qui parle comme un philosophe. Un monstre qui écrit comme un poète. Et un homme, peut-être, qui ne fut jamais que le reflet noir de ce que l'époque voulait ignorer. Le 7 mai 1896, aux premières lueurs du jour, les portes de la prison de Moyamansing, à Philadelphie, s'ouvrent sur l'épilogue d'un cauchemar. H. H. Holmes, l'homme au sans visage,
marche calmement vers la potence. Il ne supplie pas. Il ne tremble pas. Il a ce même regard fixe, impassible, presque satisfait. Il a refusé les derniers sacrements. Il n'a exprimé ni regret, ni pardon. À ceux venus lui arracher une dernière vérité, il a répondu par le silence. Comme s'il emportait avec lui le dernier mot d'un récit qu'il refusait de partager. Il monte les marches de l'échafaud sans hésitation, comme on monte sur une scène. Il est propre, rasé, vêtu d'un costume sombre. La corde l'attend. Le bourreau aussi. On l'attache. Le silence est total. Le levier s'abaisse. Mais le diable ne meurt pas vite. Son cou ne se brise pas immédiatement. Il se débat lentement, pendant plusieurs minutes, sous les yeux d'un public figé. Certains témoins affirmeront plus tard qu'il souriait encore en tombant. D'autres diront qu'il regardait le ciel, comme s'il y attendait quelque chose. Peut-être un jugement qu'il ne craignait pas. Quand enfin le corps cesse de bouger, un frisson parcourt les murs de la prison. Une ère se termine. Mais l'histoire, elle, ne meurt pas. Avant sa mort, Holmes avait exigé que son cercueil soit rempli de ciment. Il voulait que son corps ne soit jamais exhumé, jamais autopsié. Comme s'il savait que même après sa pendaison, on chercherait encore à le comprendre. À l'étudier. À le percer. Il laisse derrière lui un château vidé de ses secrets, des carnets inachevés, des lettres codées, des centaines de questions sans réponse. Et surtout, une légende. Celle du premier tueur en série moderne. Le monstre qui portait un chapeau. Le gentleman du crime. Le médecin de la mort. Son exécution n'a pas mis fin au mythe. Elle l'a scellé. Et quelque part, à Chicago, certains jurent que les briques du château, avant sa démolition, résonnaient encore, d'un dernier rire. Quelques mois après l'exécution de Holmes, un incendie ravage ce qui restait de son sinistre hôtel d'Anglewood. Les flammes lèchent les briques, s'engouffrent dans les couloirs sans fin, consument les portes, les trappes, les murs à secret. Ce château de la mort, ce labyrinthe pensé pour tuer, s'effondre dans la nuit, avalé par un feu sans origine connue. Certains disent que des voisins ont vu deux silhouettes s'éloigner juste avant l'incendie. D'autres prétendent que c'est l'œuvre de l'un de ses anciens complices, revenu effacer les dernières traces. D'autres encore, murmurent que c'est la maison elle-même qui ne voulait pas survivre à son maître. Mais si les briques s'effondrent, la légende, elle, reste debout. Très vite, on parle de complices jamais arrêtés. De valets du crime, de femmes mystérieuses, d'employés qui ont tout vu et se sont tus. On fouille les registres d'assurance, les lettres, les témoignages. Chaque silence devient suspect. Chaque absence, une possibilité. Puis vient la rumeur la plus tenace, Holmes ne serait jamais mort. Des théoriciens affirment qu'il aurait soudoyé les gardes, remplacé son corps par celui d'un prisonnier. Qu'il aurait fui sous une nouvelle identité, comme il l'avait déjà fait tant de fois. Que sa mort ne fut qu'un nouveau chapitre de son illusion. Une dernière mise en scène. Et il est vrai, qu'on ne peut prouver ce qu'on ne peut plus toucher. H.H. Holmes, dès lors, cesse d'être un simple assassin. Il devient plus grand, plus sombre, plus insaisissable. Il devient le premier fantôme moderne des États-Unis. Le croque-mitaine des villes industrielles. Le miroir sanglant d'un siècle qui croyait dompter la science, et a donné naissance à son pire reflet. Des écrivains le prennent pour modèle. Des criminologues le dissèquent sans fin. Des amateurs de mystère rêvent encore de retrouver l'un de ces tunnels, ou un journal caché, ou le squelette d'une victime oubliée. Holmes est entré dans les ténèbres, mais il ne les a jamais quittées. Et peut-être qu'un jour, dans une ruelle déserte, un homme élégant, au regard trop calme, vous tendra la main et vous dira « Bienvenue chez moi ». Alors vous saurez,